Voilà le chant des commandos écrit en 1948 par le 11e bataillon de choc pour introduire cette émission du mercredi 14 juillet 2021, Clémence. Oui, et pour justement en parler avec nous, deux invités qui connaissent bien ce chant des commandos. Louis Saillant, officier des forces spéciales de l'armée française, auteur du livre Chef de guerre aux éditions Mareuil. Bonjour Louis Saillant. Bonjour madame. Et Jean-Pierre Fabre-Bernadac, ancien officier de gendarmerie, auteur de la fameuse tribune des militaires qui avait été publiée sur le blog Place d'Armes et auteur du livre Les damnés de la France aux éditions de Paris. Bonjour Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Je vous salue. Et bonjour à vous, messieurs. Merci d'être avec nous en ce 14 juillet. J'avais d'abord envie peut-être de vous demander pour commencer, qu'est-ce qu'on ressent quand on est militaire et qu'on se retrouve place de la Concorde ou tout simplement qu'on regarde les images de ce grand défilé militaire sur les Champs-Élysées après avoir écouté ce chant des commandos. On va peut-être commencer avec vous, l'officier des forces spéciales, Louis Saillant. C'est quelque chose qui est assez unique. Le défilé du 14 juillet, c'est un grand rassemblement où on retrouve toutes les forces de nos armées. C'est là où on mesure aussi l'extensivité, la capacité de nos armées dans tous les domaines, ce qui est assez rare sur cette planète. Et c'est une chose de laquelle on peut être extrêmement fier, je pense. Et de votre côté, Jean-Pierre Fabre-Bernadac ? Je dirais que c'est un grand honneur et c'est une grande émotion. Je crois que ça arrive peu dans une vie militaire et c'est une chose assez extraordinaire, comme je le disais. Si vous voulez, moi je voudrais insister sur une chose. On a vu un défilé où les militaires sont passés devant la tribune officielle et ont présenté les honneurs. Et aujourd'hui, je pense qu'on devrait inverser les rôles. Ça devrait être les militaires qui devraient être dans la tribune et qui devraient voir les politiques se présenter devant eux, vu ce qui se passe et vu les gros problèmes qu'il y a actuellement. Alors justement, on va évoquer bien sûr ce malaise que vous exprimez au sein des rangs de l'armée. Mais l'an dernier, tout de même, ce défilé avait été annulé, on s'en souvient, à cause de l'épidémie de Covid. Ce matin, les troupes ont donc défilé devant un public réduit sur les Champs-Élysées, soumis notamment au pass sanitaire. Cette crise sanitaire, elle concerne évidemment les militaires, comme tous les Français d'ailleurs. On en a assez peu parlé, mais cette épidémie, comment est-elle vécue dans les rangs de l'armée ? Peut-elle... Quel est votre ressenti, Louis Saillant ? Écoutez, on se conforme à ce qu'on nous indique. Il y a dans l'armée un principe de subsidiarité assez simple. Lorsque le chef édicte des règlements, il se décline localement auprès des chefs. Et chaque chef prend à son niveau les mesures adéquates pour mettre en œuvre l'idée du chef au-dessus. Donc en fait, ça se fait assez simplement et ça se fait en très bonne intelligence puisque localement, les chefs savent ce qu'il est possible et ce qu'il n'est pas possible de faire. Alors un mot peut-être sur la vaccination anti-Covid au sein des armées, un univers relativement confiné mais aussi bien sûr au contact de la population, je pense notamment aux gendarmes. La ministre Florence Parly avance le chiffre d'un tiers des militaires vaccinés à ce jour, c'est à peu près la même proportion d'ailleurs que les soignants qui eux se voient imposer une obligation vaccinale. Est-ce que vous pensez qu'il fallait créer une telle obligation pour les soldats, Jean-Pierre Fabre-Bernadac ? Alors je vais vous dire honnêtement, je n'ai pas un grand avis là-dessus. Je pense simplement que l'armée suit en effet ce qui a été dit tout à l'heure. L'armée suit ce que fait la population et par conséquent, c'était tout à fait normal dans les mêmes chiffres. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça, Louis Saillant ? Je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. Très bien. Alors, on va peut-être en venir à ce malaise que vous avez exprimé. C'était fin avril, cette tribune que vous avez signée, Jean-Pierre Fabre-Bernadac. L'heure est grave, la France est en péril, plusieurs dangers mortels la menacent. Voilà commencé ce texte. Tribune signée par d'anciens généraux, mais aussi des colonels, lieutenants-colonels, commandants, capitaines. André Verkoff, vous avez d'ailleurs reçu à l'époque pour en parler. Vous y dénonciez l'action du gouvernement et vous évoquiez même la menace d'une future guerre civile. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce que vous avez voulu dire à travers ce texte ? Le texte est simple, c'est
je tirais la sonnette d'alarme sur une situation qui me paraissait complexe, qui me paraissait même dramatique. Je pense qu'aujourd'hui, l'armée et les anciens militaires, puisque c'était avant tout destiné aux anciens militaires et pas aux militaires d'actifs, je le rappelle, l'armée a quand même une chose, un point essentiel qu'elle peut dire, c'est que cette profession, qui est la profession militaire, est une profession où on met sa vie, et votre interlocuteur en parlera certainement mieux que moi, met sa vie au bout de son engagement. Et je considérais que par là même, le fait que les militaires puissent s'exprimer était une chose tout à fait audible et tout à fait essentielle, dans la mesure justement où il y avait cette notion de vie et de mort. Et la fusion qui s'est faite, le fait de la profusion qui s'est faite, qui a fait que 27 000 militaires, plus de 27 000 militaires, dont 62 généraux, dans un pays où l'armée est la grande muette et elle n'a pas l'habitude de parler, même les militaires à la retraite, je trouvais que c'était intéressant et ça montrait qu'en effet, il y avait un grand problème intérieur comme un grand problème extérieur que gère très bien l'armée, mais il y a aussi un problème intérieur. Alors, je ne vais pas insister sur les 3 points que j'ai parlé des racisés, j'ai parlé des problèmes dans certaines zones de banlieue, et j'ai parlé enfin des problèmes qu'il y avait eu par rapport aux Gilets jaunes. Voilà. Une tribune, je le rappelle, condamnée au plus haut niveau de l'État. Le général François Lecointre, chef d'état-major des armées, avait notamment déclaré « Je ne peux pas l'accepter car la neutralité des armées est essentielle ». Il avait parlé de sanctions contre les signataires, prenant la radiation des généraux encore en activité notamment. Vous avez eu des retours sur ces sanctions? Certaines ont déjà été prononcées? Oui, alors les sanctions, elles vont surtout être contre 6 généraux. 6 généraux, c'est qui vont perdre, soyons clairs, qui vont perdre leur 2e section, c'est-à-dire pas grand-chose en fin de compte. Le problème du quart de place, le problème d'être en uniforme, ce n'est pas quelque chose d'essentiel. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on va en arriver là. Pourquoi ces mesures par rapport à un texte? On dirait que alors que dans ce pays se passent des choses tous les jours graves, considérables, eh bien, on a focalisé sur ça. Pourquoi? On a focalisé sur ça parce qu'on avait peur que ça se répande dans l'armée, parce que je peux vous dire que la lettre, on en a parlé évidemment énormément dans le milieu militaire. Alors maintenant, pour les gens d'actifs, je vais être plus réservé. Évidemment que j'ai eu des contacts avec des gens qui ont écrit la lettre et qui sont d'actifs. J'en dirai pas plus. Je sais que certains ont été punis. Généralement, ils n'ont pas été punis de manière forte. On a essayé quand même, et je pense que là, il faut remercier les généraux et les chefs de corps qui ont essayé d'atténuer ce que des politiques disaient, c'est-à-dire cette espèce d'outrance, de côté outrancier qui avait été faite après la parution de la lettre. De ce point de vue-là, vous êtes soulagé quelque part par le départ de François Lecointre qui, dans une semaine, cédera sa place au légionnaire Thierry Burkhard en tant que chef d'état-major des armées? C'est difficile de dire soulagé. Moi, je n'ai rien contre le général Lecointre. Je pense que même c'est un très bon soldat. Et évidemment, celui qui va lui succéder est aussi, et même plus, un bon soldat, ancien de la Légion. Mais le problème n'est pas là. Le problème, il est qu'à partir du moment où ces militaires, ces hauts gradés, ces hauts généraux sont proches du pouvoir, ils sont dans l'obligation, d'une certaine manière, de subir ce que leur dit le pouvoir, même s'ils vont essayer de transformer un certain nombre de petites choses. Mais vous ne pouvez pas être au contact du président de la République en lui disant « non, ça, j'en veux pas ». Donc vous êtes obligé de dire un certain nombre de choses dans son sens. C'est ça le problème. Et c'est là peut-être où l'armée a un problème, c'est qu'elle devrait faire remonter tout ce qui ne va pas. Et je crois qu'aujourd'hui, on a des difficultés à faire remonter tout ce qui ne va pas. Ce qui est dommage, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et qui sont atténuées ou qui sont étouffées, malheureusement. Une question pour Louis Saillant. Louis Saillant, justement, peut-être un lien entre cette lettre, cette tribune des militaires et le défilé d'aujourd'hui du 14 juillet. Est-ce que finalement, il n'y a pas toute une symbolique aussi de l'armée? Et quel est ce symbole aujourd'hui? Et pourquoi
tant de monde et une population qui soutient à plus de 80% l'armée, qu'est-ce qu'elle attend de l'armée? Est-ce qu'elle n'incarnerait pas certaines valeurs refuges en fait de notre civilisation? C'est curieux quand même, cette situation où on passe d'une armée que l'on conspuait dans les années 70 à une armée avec un taux d'appréciation le plus élevé de son histoire depuis 1950. C'est quand même curieux ce revirement. Comment on explique ça? Je trouve ça vraiment très intéressant. Je pense que ça dépeint un sentiment en lame de fond dans la société française, qui est peut-être même inconscient. C'est-à-dire que c'est très difficile de mettre des mots dessus. Puisqu'après tout, les militaires, c'est quelque chose qu'on connaît et il n'y a rien de fantastique autour de ce qu'ils font. Les gens savent que ce sont des gens qui sont déployés en mission, qui font des missions, qui travaillent à la sécurité de la France tous les jours à différents échelons avec des métiers très nombreux. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette fascination un peu inconsciente? Et ça, je trouve que c'est une espèce d'ambivalence particulière, surtout quand on est dans l'armée. Puisque quand on est dans l'armée, on se rend compte qu'on obéit à un système de valeurs qui est très différent de celui de la société civile. On a une hiérarchie qui est très marquée. On a des rapports qui sont très hiérarchisés, contrairement à ce qu'on peut croire même chez les forces spéciales où tout le monde se tutoie. Tout le monde sait très bien qui est le chef, tout le monde sait très bien qui est le spécialiste de tel domaine, etc. Donc malgré ce côté un peu start-up que l'on peut trouver chez les forces spéciales et qui est admirable, on retrouve ce système de valeurs qui est très fort. Et donc dans une société où aujourd'hui on nous explique qu'il faut lutter contre le patriarcat, qu'il faut lutter contre le mâle blanc dominant, ou des exemples que j'ai entendus de chefs d'entreprise qui disaient qu'il fallait absolument destituer cette image d'homme blanc de 50 ans qui a du pouvoir à la tête des entreprises. C'est exactement ce que l'on a dans les armées. La tradition aussi. Vous gardez une certaine tradition dans les armées. Absolument. On garde une certaine tradition, sauf qu'une fois de plus, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème sur l'interprétation que l'on peut avoir de tout ça. Qu'est-ce que la tradition? Qu'est-ce que la tradition? Vous parlez de la tradition à un jeune aujourd'hui, il va vous parler de vieilleries, il va vous parler de sa grand-mère qui fait une croix sur le pain à midi. Pour lui, c'est des vieilleries, c'est de la superstition, c'est des choses inutiles. La réalité, et je vais reprendre les mots de Chesterton, c'est que la tradition, ce n'est pas la vénération des cendres, c'est la transmission de la flamme. C'est ça la tradition. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on n'a plus. C'est quelque chose que l'on veut rompre dans la société, puisqu'on ne sait même plus où est cette flamme et on ne sait même plus pourquoi on doit la transmettre. Alors que dans les armées, tout est clair. On est juché sur nos traditions, on est ancré dans nos traditions et c'est ce qui nous rend forts. Et dans cette perspective, vous croyez que, par exemple, le défilé sur les Champs-Élysées, ça parle encore aujourd'hui aux jeunes, par exemple? Je pense que ça parle aux jeunes beaucoup plus que l'on ne le pense. Moi, je me souviens très bien, je viens pas d'un milieu militaire. Je viens, mes parents étaient profs, mon père travaillait dans une entreprise de décapage. Enfin, je viens d'un milieu très, très, comment dire, de classe moyenne. Et lorsque je suis rentré dans l'armée et que j'ai appris à marcher au pas, et lorsqu'on m'a appris les chants de l'armée, j'ai vibré au fond de moi. Il y avait quelque chose. Quand vous écoutez, alors effectivement vous parlez du défilé, mais écoutez les chants de l'armée, écoutez le ton sur lequel ils sont donnés et ce à quoi ils aspirent. L'aspiration que vous avez quand vous chantez les chants militaires, ce sont de grandes choses, des choses dont on ne parle pas aux jeunes. Oui, il y a une part de sacré quelque part, une part de sacré qui a un peu disparu. C'est le courage, c'est toutes ces choses-là qui sont mis en avant, mis en exergue. Elles se cristallisent dans ces chants-là, on l'entend dans tous nos chants, on est bercé par ces chants, et c'est quelque chose dont on ne parle pas aux jeunes d'aujourd'hui. Voilà, justement, on l'entend ce chant des commandos. Vous aussi, vous nous écoutez, vous pouvez chanter, mais vous pouvez aussi nous appeler 0826 300 300. Que représente pour vous l'armée aujourd'hui? Et on aimerait bien le savoir. Est-ce que c'est justement un sanctuaire de valeurs, comme l'explique Louis Saillant? On vous attend sur ce sujet. Sud Radio Midi, Arthur Delaborde.
Et nous sommes de retour dans cette émission spéciale 14 juillet où nous parlons de l'armée, de sa symbolique. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? On vous attend évidemment aussi au standard 0826 300 300 pour parler des armées et des questions géopolitiques. Nous sommes avec Louis Saillant, officier des forces spéciales de l'armée française, auteur du livre Chef de guerre aux éditions Mareuil, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, ancien officier de gendarmerie, auteur notamment de cette tribune des militaires qui a beaucoup fait parler. Et nous rejoint tout de suite Cédric Perrin, sénateur LR du territoire de Belfort et rapporteur d'un rapport d'information sénatorial intitulé Drones d'observation et drones armés, un enjeu de souveraineté. Bonjour Cédric Perrin. Bonjour. Bonjour à vous Cédric Perrin. Pour commencer ce défilé militaire du 14 juillet, il mettait à l'honneur tout à l'heure la force Takuba, contingent militaire de 8 pays européens chargé d'aider les soldats maliens au Sahel. Comment interprétez-vous ce choix au moment où, je le rappelle, la France ferme ses bases sur place? Est-ce qu'il faut y voir l'expression d'une réelle volonté d'avancer vers une défense européenne? Est-ce que c'est une façon aussi de dire aux pays du Sahel que la France, finalement, ne laisse pas tomber ses partenaires au Sahel? Écoutez, je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Je pense que c'était bienvenu qu'on puisse faire participer ces pays dont on a besoin, évidemment, pour essayer de rétablir un peu la situation au Sahel. Je ne serais pas celui qui dirait qu'on va fermer nos bases au Sahel. Je pense qu'il va y avoir un changement de volume, mais que de toute façon, je ne vois pas la France quitter le Sahel aujourd'hui. On verra ce que décidera concrètement le président de la République dans les mois et les semaines qui viennent. Ce qui est clair, c'est que, en tout cas, partir du Sahel, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ce n'est pas quelque chose qui se décide comme ça. Et donc, je pense que c'est bienvenu de pouvoir essayer d'expliquer aussi à un certain nombre de pays qu'il faut qu'ils assument une partie aussi de leur protection. On a essayé avec le G7 Sahel, ça n'a pas forcément été une réussite extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a dans cette participation symbolique. Est-ce que nous serons accompagnés par un certain nombre de pays aujourd'hui pour assurer cette nécessaire sécurité au Sahel? Je ne sais pas, mais en tout cas, le président de la République avait annoncé beaucoup de choses. Je crois qu'aujourd'hui, on est quand même un peu loin de ce qui avait été annoncé. Quant à la défense européenne, je suis de ceux qui sont extrêmement sceptiques sur le sujet. Je suis profondément attaché à l'industrie de défense européenne. Et c'est pas du tout la même chose que ce que peut parfois faire croire certains en expliquant qu'on va bientôt avoir une défense européenne. Ça n'a rien à voir. Ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir des réflexions et des travaux avec nos partenaires et voisins européens sur un certain nombre de projets industriels, sur tous les gros projets qu'on connaît, SCAF, MGCS, drone mal européen, etc. Louis Saillant, dans votre livre Chef de guerre, vous témoignez notamment de l'engagement des soldats français au Sahel. Est-ce que vous pouvez essayer de nous décrire un peu qu'est-ce que c'est le quotidien d'un soldat engagé dans une zone de conflit comme celle du Sahel? Alors, le Sahel, il faut bien comprendre que c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que quand nous, on part en opération, il y a toute une machinerie de renseignement qui se fait en amont. Il y a toute une avalisation des ordres et de la doctrine qui est faite en amont, et notamment de Paris, de la France. Donc les opérations, finalement, c'est des opérations qui se font très bien, avec beaucoup de soutien. C'est une illusion de croire que l'on peut faire des opérations sur un territoire qui est grand comme l'Europe, avec 600 bonhommes. N'y croyez pas un seul instant, pour une raison simple. C'est qu'on a une règle très triviale, mais je vais vous la partager, qui est très intéressante pour éclairer sur ce jugement-là. Lorsque vous avez un blessé, vous avez ce qu'on appelle la minute platinum. C'est-à-dire que vous avez 1 minute pour faire le ou les premiers gestes. Vous avez les 10 minutes gold, les 10 minutes d'or. Si dans les 10 minutes, le blessé n'est pas stabilisé, on considère que ses chances de survie sont extrêmement pauvres. Et vous avez l'heure d'argent. C'est-à-dire que si vous arrivez à transporter votre blessé vers un hôpital suffisamment équipé dans l'heure, les chances de survie sont extrêmement fortes. Donc, les 2 premiers éléments, donc la minute et les 10 minutes, ça, on peut l'assurer avec une task force Takuba, par exemple, parce que vous avez des gens qui sont formés là-bas, vous avez des moyens. Mais à partir du moment où vous avez un blessé grave, vous avez quelqu'un qui s'est fait sectionner la jambe par une mine, eh bien, à ce moment-là, il vous faut de la chirurgie viscérale, il vous faut de la chirurgie orthopédique, et ça, vous ne l'aurez que dans un hôpital digne de ce nom.
Or, aujourd'hui, cet hôpital est soutenu par Barkhane. Donc, j'aimerais voir, je suis curieux de savoir comment est-ce qu'on va conserver la force Takuba sans abandonner l'hôpital qui est soutenu par Barkhane et qui nous permet de garder nos soldats français en vie lorsqu'ils ont des accidents graves. Ou nos alliés, puisque nos alliés en profitent aussi. Ils en bénéficient et de manière tout à fait légitime. Mais si on n'a pas ce soutien-là, qui est un soutien lourd, avec une piste d'atterrissage, avec des moyens de contrôle, des moyens d'entretien, des moyens de ravitaillement en carburant, tout ça, c'est une infrastructure qui est extrêmement lourde à mettre en place. Comment est-ce qu'on mène des opérations si on n'a pas ça? C'est une vraie question. Alors, je voudrais qu'on en vienne peut-être à la question du budget des armées, budget en hausse de près d'1,5 milliard chaque année, à peu près depuis 2017, pour atteindre environ 39 milliards en 2021, avec un objectif fixé par Emmanuel Macron d'atteindre 2% du PIB à la fin de son quinquennat. L'exécutif insiste d'ailleurs beaucoup là-dessus. Est-ce que d'abord cette hausse a produit des effets positifs sur les conditions de travail des militaires, les conditions d'hébergement, d'entraînement, de votre point de vue, Louis Saillant? Alors, il faut bien se remettre dans le contexte de l'évolution de nos armées, non pas depuis un quinquennat, non pas depuis quelques années, mais bien depuis au moins une décennie, voire un demi-siècle. Dans les années 70, dans les années 80, le budget des armées, c'est 4% du PIB. Vous regardez toutes les grandes nations aujourd'hui, c'est 4% du PIB minimum. Aujourd'hui, on est à 1,87, si je me souviens bien, le dernier livre de défense, un truc dans le genre. À 1,87, vous êtes largement en dessous de nos ambitions. On est en dessous de nos ambitions. On n'a pas les moyens de nos ambitions à 1,87. Donc remonter à 2, je ne peux que saluer cette volonté. Maintenant, 2, c'est toujours pas suffisant. Si on veut vraiment se préparer à une guerre à haute intensité, avec tout ce que ça implique, clairement, 2%, ce n'est même pas suffisant. Il faudrait essayer d'atteindre au moins 3%, voire 4%. Alors justement, et ça, je peux vous donner un exemple précis. C'est qu'aujourd'hui, on a une armée de spécialistes. On a une armée de spécialistes avec, là où le budget en est aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez un seul régiment qui est capable d'avoir des plongeurs spécialisés dans le nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique. Un seul régiment. C'est-à-dire que si ce régiment, les bonhommes sont éliminés au cours du conflit, vous n'avez plus de ressources pour un certain savoir-faire. En fait, globalement, aujourd'hui, on a une armée de spécialistes, mais on n'a pas d'épaisseur dans nos capacités. C'est-à-dire que depuis les années 80, on passe notre temps à fermer des régiments, notamment des régiments de ligne de l'infanterie. Clairement, si jamais on devait avoir un conflit d'authenticité, on n'aurait pas cette capacité de durée qui pourrait nous faire défaut. Sur cette question des moyens, justement, Cédric Perrin, vous avez écrit, vous êtes co-auteur d'un rapport sur la question des drones, notamment, et vous dites que la France n'en fait clairement pas suffisamment en la matière, hein, c'est bien ça? Oui, je veux revenir sur ce qui a été dit à l'instant quand même, parce que... Je vous en prie. Je ne suis pas un soutien inconditionné de Macron, mais quand même, l'augmentation du budget, elle est de 1,7 milliard depuis 2017, ce qui n'est pas négligeable. Évidemment, il faut relativiser tout ça parce que je rappelle que jusqu'en 2017, les opérations extérieures étaient financées en partie par l'interministériel. Or, aujourd'hui, le Premier ministre à l'époque avait refusé que ce soit financé interministériel. Donc, du coup, c'est à l'armée et au budget de la défense de financer ces opérations extérieures, ce qui vient quand même assez significativement diminuer l'augmentation annoncée par le président de la République. Et on est à 2%, on y est déjà, puisque avec la crise économique, évidemment, le rapport a évidemment changé. Je rappelle quand même qu'aux États-Unis, ils sont à 3,2 et qu'il n'y a pas de pays, en tout cas, je ne sais pas, il faudrait voir la Chine, mais qui est à 4% de son PIB en termes de budget aujourd'hui, évidemment. La Russie est à l'ordre de 60 milliards de dollars, sauf que, évidemment, il y a des effets d'éviction de certains budgets, notamment d'éducation et de la culture, qui fait qu'à mon avis, ils sont à 200 milliards, mais on n'est évidemment pas à 4% du PIB pour ces pays-là. Ce qui est clair, c'est que pour revenir aux drones, mais je ne suis pas à dire que c'est suffisant, hein, attention, je sois clair. Mais il faut aussi se souvenir du contexte dans lequel ces hausses budgétaires avaient été décidées. On se souvient de la démission du général Pierre de Villiers, etc. Enfin, on ne va pas y revenir, on va peut-être évoquer...
Sur les drones, effectivement, moi j'ai fait un rapport, j'avais déjà fait un rapport en 2017, j'avais été l'auteur du rapport sur les drones en 2017 qui avait permis justement d'aboutir à l'armement des drones mâles, et on s'en est évidemment félicité. Aujourd'hui, on a voulu remettre un peu au goût du jour ce rapport, et je rappelle quand même que dans la loi de programmation militaire de 2017, effectivement, il n'y avait pas de ligne budgétaire, notamment sur la lutte anti-drone, qui pour moi est un sujet majeur sur lequel il faut qu'on se penche activement. Et donc on a voulu faire ce rapport pour mettre en avant un certain nombre de carences et pour mettre en avant aussi un certain nombre de conseils qu'on apportait en matière de marché notamment, et la nécessité qu'il y avait pour notamment la Direction générale de l'armement de s'adapter aux nouvelles technologies, et notamment d'adapter sa capacité à faire de l'acquisition rapidement, parce que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'agilité, de rapidité, et on est bloqué parfois par des procédures qui n'en finissent plus, mais c'est pas propre à l'armée malheureusement, des procédures qui n'en finissent plus et qui font que parfois pour acquérir du matériel on met 18 à 24 mois. Là où parfois certaines forces terroristes évidemment sont capables de faire les choses extrêmement rapidement. Il faut qu'on puisse être nous aussi agiles pour pouvoir répondre, et aujourd'hui les procédures ne le permettent pas. Donc on a un rapport qui souligne qu'effectivement il y a des progrès qui sont faits, des progrès significatifs, mais c'est un rapport qui s'est beaucoup appuyé en tout cas sur la guerre du Haut-Karabakh notamment, et sur l'expérience qu'on doit en retirer notamment en termes capacitaires, du fait que tout simplement les Azéris ont eu l'avantage, notamment grâce à l'usage d'un certain nombre de drones à bas coût et facilement sacrifiables, j'allais dire, ce qui n'est pas le cas de la France, puisqu'aujourd'hui je rappelle que la France a fait le choix de drones mâles, notamment de Reaper, bientôt de drones tactiques qui seront des patrouilleurs lorsqu'ils seront mis en circulation, je pense, au courant de l'année 2022, et ensuite de mini-drones dans nos régiments. Donc on a, de mon point de vue en tout cas, et du point de vue des rapporteurs qui m'ont accompagné, un trou dans la raquette qui va falloir résorber, et pour lequel il va falloir évidemment mettre de l'argent, puisqu'on parlait de budget. Aujourd'hui, il y a un marché d'appel d'offres qui est lancé par la DGA qui s'appelle Parade, qui est de 350 millions d'euros. Alors quand on a dit ça, on a l'impression que c'est beaucoup, sauf que c'est 350 millions d'euros sur 11 ans. Voilà, donc je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, il n'y a pas suffisamment d'argent pour les drones et la lutte anti-drone. En 2017, j'avais très largement dit dans mon rapport qu'il n'y aurait plus très rapidement d'opérations militaires sans aucun survol de drones, ce qui arrive, et je pense que dans le cadre de la sécurité intérieure, parce qu'on parle là d'opérations militaires, mais l'usage des drones sur la sécurité intérieure, il est également extrêmement important. Il n'y aura bientôt plus de manifestations sans qu'il y ait une demande de survol de drones. On parle des JO de 2024, on parle de la Coupe du Monde de rugby, mais on peut aussi parler d'autres manifestations qui nécessiteront des surveillances de drones, et aujourd'hui, nos moyens sont extrêmement pauvres, voire inexistants en la matière. Allez, on va continuer de parler dans quelques instants du futur de l'armée, notamment avec ce développement des drones ou pas. Et puis la symbolique de l'armée, vous êtes aussi nombreux à avoir réagi à cette question au 0826 300 300. On vous donne la parole dans quelques instants. Sud Radio Midi, Arthur Delaborde. Et nous sommes toujours avec vous pour cette émission spéciale 14 juillet pour parler de l'armée, ce qu'elle représente pour vous. Et vous êtes nombreux à avoir réagi à ce sujet au 0826 300 300. Tout de suite, la parole à Michael de Levallois-Perret. Bonjour Michael. Oui, allô, bonjour à tous. Bonjour et bonjour Michael. à Louis Saillon. Oui. Alors je voulais dire du coup par rapport à l'armée. Moi je pense que l'armée en fait déjà ça transmet une valeur familiale, c'est-à-dire que je pense que en fait ils sont tous frères d'armes. Donc déjà il y a ce point-là que je voulais aborder. Ensuite je dirais que c'est surtout au niveau du courage aussi, que comme disait Louis Saillon, puisque moi j'ai mon ancien beau-père qui est commando marine, donc je sais un peu de quoi il s'agit. Et après c'est le dépassement de soi et c'est un engagement, c'est une vocation. Donc voilà, je pense que oui, l'armée c'est un des derniers remparts pour sauver la République, entre guillemets. Pour moi, je pense qu'on va vers des conflits sociaux énormes avec le pass sanitaire. Et donc, malheureusement, vu que les policiers ont été exempts de ce pass sanitaire, je pense malheureusement que il va y avoir soit des gilets jaunes numéro 2, soit je sais pas, mais on peut pas accepter une société divisée entre vaccinés et non vaccinés. Moi, je respecte tous les choix, mais c'est pas possible de diviser la société comme ça.
j'accepterai jamais ça. Voilà. Alors Jean-Pierre Fabre-Bernadac, on en revient quelque part à cette question de la symbolique de l'armée à travers ce témoignage de Michael. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce niveau-là ? Il nous a parlé de valeurs de courage, de dépassement de soi. C'est vraiment ça aussi en priorité, ce que représente l'armée à vos yeux ? Absolument, c'est la valeur fondamentale. Et je pense que si brutalement l'armée a eu un tel impact, c'est parce que l'armée est un refuge devant une situation dramatique, une situation sécuritaire que le peuple de France voit dramatique. Et si vous voulez, si vous permettez, je voudrais quand même dire quelques mots sur Place d'Armes, parce que nous avons quand même eu 130 000 personnes qui ont signé cette lettre et que nous n'allons pas évidemment laisser ceci en l'état et qu'à partir de là, nous allons créer une association. Cette association, elle a commencé aujourd'hui d'ailleurs, puisque nous avons distribué des tracts sur les Champs-Élysées tout à l'heure. Ces tracts, c'était la lettre. Parce que cette lettre, elle a été vue, non pas simplement par des Français, elle a été vue, elle a été mal vue par des politiques, par nos gouvernants, puisqu'ils nous ont même insultés par rapport à cette lettre en nous traitant de factieux. Mais il y a un personnage qui ne l'a pas encore vu, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État, il est chef des armées, et nous voulons lui dire une chose, c'est qu'il faut qu'il prenne parti sur ce problème-là. C'est pour ça que nous avons... Vous voulez qu'il réagisse, parce qu'on suppose quand même qu'il l'a lu, cette lettre, Emmanuel Macron. Non mais attendez, il l'a lu, mais il n'a pas eu de réaction. On est bien d'accord ? Oui. Bien. Donc, pour nous, il va y avoir une réaction, et cette réaction, c'est très simple. C'est que cette lettre, sous forme de tract, eh bien, sur le site de Place d'Armes qui a été restructuré, nous demanderons à toutes les personnes qui le peuvent, à tous les gens qui ont signé, et d'autres, à tous les Français, de l'envoyer directement au président de la République, puisque vous savez qu'il suffit d'avoir une enveloppe sans timbre et de l'envoyer directement au président de la République. Et je pense que c'est important de savoir sa réaction à lui, parce que c'est la réaction fondamentale des Français aujourd'hui. Si les Français nous donnent 85% de côté positif, comme le disait tout à l'heure le représentant des forces spéciales, c'est pas simplement parce que brutalement ils ont trouvé que l'armée avait quelque chose d'extraordinaire, c'est parce que nous sommes un dernier recours pour eux. Et je crois que ça, c'est important à savoir. Louis Saillant, pour en revenir peut-être à ce que nous disait Michael sur cette symbolique de l'armée, sur les valeurs, ce sont ces valeurs qui vous ont poussé à vous engager, vous, personnellement ? Je pense que ce qui m'a poussé à m'engager, c'est la volonté de servir, de me sentir utile, de servir mon pays. Et j'ai découvert en fait dans cette institution que servir est un honneur, que c'est quelque chose qui est de l'ordre du sacré que l'on a perdu dans la société civile. Or, aujourd'hui, le sacré est partout dans les armées. C'est le seul endroit où on a des drapeaux qui sont sacrés, des drapeaux auxquels on ne peut pas toucher. On ne peut y toucher qu'avec des gants blancs. Lorsqu'on fait une cérémonie des couleurs, il faut être en gants blancs pour toucher le drapeau français. Ça, c'est des choses qu'on ne retrouve plus malheureusement dans la société, et des choses qui marquent. Et je pense qu'il y a un besoin de retour au sacré dans nos sociétés. Je voulais ajouter qu'effectivement, l'armée représente un refuge. Et une fois de plus, je trouve ça très curieux dans une société égalitaire de voir un système qui est complètement inégalitaire être un refuge. L'armée étant finalement une espèce de société d'ordre avec ses différentes castes, avec ses hommes du rang, ses sous-officiers et ses officiers, et qu'il n'y ait pas à l'intérieur même de l'armée que cela ne génère pas de jalousie, d'envie, bien au contraire que cela génère une certaine forme d'harmonie. Je discutais l'autre jour avec deux sous-officiers et on avait une très grande liberté dans notre conversation, et ça m'a interpellé à un moment, et je leur ai dit mais est-ce que vous aimeriez faire ce que je fais moi au poste où je suis ? Est-ce que ça vous donne envie ou pas du tout ? Et en fait, ils m'ont répondu non, pas du tout. Nous, on est très contents de faire ce qu'on fait là où on est, en fait. On est à notre place dans cette espèce d'ensemble hiérarchique. Et Louis Saillant, justement, vous disiez que l'armée maintenant est devenue une armée surtout de spécialistes. Est-ce que c'est le rôle de cette armée de spécialistes de devenir un refuge comme ça ? Alors, je ne sais pas si c'est son rôle. En tout cas, c'est un état de fait. C'est effectivement un endroit
je le vois avec tous les anciens qui quittent l'armée, même des moins anciens, des gens relativement jeunes qui quittent leur fonction et qui reviennent quelques années plus tard en tant que réservistes, qui reviennent dans les associations d'anciens combattants, qui reviennent dans tous les grandes organisations qui permettent de retrouver ces valeurs-là, parce qu'ils ont faim de ces valeurs-là, parce que ces valeurs-là leur manquent. Et c'est quelque chose qui vraiment constitue leur fibre. Quand on a été élevé là-dedans, ça fait partie de notre fibre. Cédric Perrin, peut-être sur cette question des valeurs véhiculées par l'armée. Bon, écoutez, j'ai évidemment écouté avec attention ce qu'a dit monsieur comment il s'appelle, Fabre Bernadac. Oui. Dont on connaît l'histoire, donc j'ai pas de remarques à faire là-dessus. Je suis très étonné quand il dit nous en parlant des militaires. Enfin, je rappelle qu'il est retraité, il a plus de 70 ans, il a fini capitaine. Donc je pense qu'il faut aussi relativiser les choses. Les militaires qui ont fait cette tribune ont fait une tribune qui effectivement a fait grand bruit parce que certains ont voulu, je pense à Mélenchon notamment, sortir les choses de leur contexte. Je pense que si on n'en avait pas parlé, personne n'aurait trop évoqué cette question. Il n'y a pas eu, en tout cas de la part des politiques, il n'y a pas eu forcément un traitement très habile, j'allais dire, en termes de réaction à cette tribune. Moi, je savais, j'ai eu un grand-père qui était déporté, j'ai été élevé dans les valeurs de l'armée et j'ai aucune leçon à recevoir en matière de valeurs de la République et Dieu sait si j'ai parfaitement conscience que malheureusement un certain nombre d'entre elles sont en train de se déliter et que je pense que les élus ont tout intérêt rapidement à mettre en œuvre les raisons pour lesquelles ils sont parfois élus et je crois qu'il y a un point très important là-dessus. Moi, ce qui me dérange, c'est que on a l'impression en écoutant certains là pendant l'heure de midi que c'est l'institution qui s'exprime. Et c'est absolument pas l'institution qui s'exprime. Il y a quelques généraux qui parfois ont dû signer en ayant Parkinson, qui ont signé cette pétition ou cet article, mais c'est pas en soufflant sur les braises ou en tout cas en agitant des peurs qu'on réglera les problèmes. Je pense qu'on vit dans une société hyper divisée, malheureusement, de la faute sans doute à un certain nombre de politiques qui ont amené à ça. Je fais une autocritique assez clair, mais je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'unité, qu'on a besoin de gens qui ne passent pas leur temps en permanence à souffler sur les braises, d'autant plus quand on sait qu'ils viennent pour certains des services d'ordre du Front National et autres. On a parfaitement conscience de la raison et de l'intérêt. Manœuvre politique, on l'a compris selon vous. Mais qui a pourtant reçu quand même un grand succès populaire. En tout cas, merci à tous. Ouais. Bien sûr qu'il y a un grand succès populaire. On va reprendre cette conversation. Je suis désolé, mais l'émission est terminée. Merci beaucoup Louis Saillant, officier des forces spéciales et auteur de ce livre, chef de guerre, Jean-Pierre Fabre Bernadac, le fameux auteur de cette tribune des militaires, et Monsieur Perrin, sénateur LR du territoire de Belfort. Merci beaucoup. Merci.